Nous souhaitons apporter une précision concernant un segment diffusé le 16 février 2026 dans l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une affirmation faite à l'égard de Mme Jocelyne Robert pouvait être inexacte ou prêter à confusion. Nous regrettons cette situation. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 135 du 23 mars 2026. Au sommaire aujourd'hui, offensive législative au Kansas concernant les permis de conduire des personnes trans. La place précaire des femmes, notamment celle de la diversité sexuelle et de genre en politique en Europe. David Gélina, un artiste et créateur de bandes dessinées qui partage avec nous sa réalité d'homme gay vivant avec une déficience intellectuelle légère. Et l'écrivain et ancien footballeur Wissem Belgacem nous présente son récit puissant « Adieu ma honte » qui brise l'omerta de l'homophobie dans le milieu du soccer professionnel. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. This is Barack Obama. Let's make America queer always with Chantal Nadeau. Ah, c'est notre chronique Make America Queer Always avec Chantal Nadeau, professeure à l'Université de l'Illinois en études de genre et féministe. Chantal, ça va bien? Ben, ça va bien quand je regarde pas les nouvelles et puis j'ignore le mot hanté. Bon, TRUMP, oui. Alors, on Oui, assiste oui, à une oui, offensive oui. législative sans précédent contre les communautés de la diversité sexuelle et de genre aux États-Unis. Le Kansas vient de frapper un grand coup avec la loi SB 244. Que se passe-t-il exactement pour les personnes transgenres et leur permis de conduire? Bon, la situation est vraiment critique, sinon tragique en ce moment. Le 26 février 2026, donc tout récemment, le Kansas a mis en œuvre la loi SB 244 qui invalide les permis de conduire des personnes transgenres dont le marqueur de genre ne correspond pas à leur sexe assigné à la naissance. Ce qui est frappant ici, c'est l'absence de ce qu'on appelle le délai de grâce. Des centaines de personnes ont reçu, sinon des milliers de personnes ont déjà reçu des lettres les informant que leur permis était invalide sur le champ. Ça crée donc une situation de danger pour la sécurité des personnes qui risquent d'être outées de force lors d'un simple contrôle routier, d'une embauche, d'une visite à l'urgence, en passant par l'exercice du droit de vote aux élections fédérales et présidentielles. Oui, parce que là, faut qu'ils aient faut que tout corresponde à ce qui est donc dans la loi. Ça risque d'être compliqué, tout ça. Oui, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le permis de conduire. Je vais faire ça très, très, Oui. très vite, Denis Martin. C'est que le permis de conduire aux États-Unis s'est imposé au cours des dernières décennies comme la preuve ultime, sinon béton, de l'identité d'une personne et par défaut de son statut économique, politique et juridique. C'est pour ça aussi que les enjeux sont énormes autour de cette décision-là. Bon, il y a aussi un volet sur l'accès aux espaces publics. Absolument. La loi autorise désormais n'importe quel citoyen-citoyenne à poursuivre en justice une personne soupçonnée d'être transgenre pour avoir utilisé les mauvaises toilettes dans un bâtiment gouvernemental. Et j'ai entendu entre les branches que c'était aussi même dans les bars et les restaurants. Donc, c'est une invitation à la surveillance, plus exactement, c'est moi ce que j'appelle un déploiement d'une milice citoyenne et bien entendu au harcèlement psychologique et physique. Je veux aussi souligner ici que la milice citoyenne est une tendance lourde du mouvement MAGA Oui. et des États rouges sous la présente administration. On a juste qu'à penser aussi avec les lois anti-avortement où les gens pouvaient dénoncer quelqu'un, même de leur famille, qu'ils soupçonnaient d'avoir recherché des soins pour l'interruption de grossesse et qui impliquaient non seulement la femme, mais aussi le conjoint, la famille ou même le personnel médical. Donc, on est vraiment dans une tendance très, très, très lourde pour faire la délation et d'instaurer une milice de surveillance. Pour ceux qui comprennent peut-être pas l'expression, les États rouges, c'est les États qui votent républicains habituellement parce que le Parti républicain a la couleur rouge et le Parti démocrate a la couleur bleue.
Alors qu'au Canada, hein, le Parti libéral est rouge et le Parti conservateur est bleu. Alors, il faut juste comprendre ça. Mais OK. tout ça, c'est inquiétant parce que depuis quelques mois, là, de grandes institutions, dont le Lemkin Institute on Genocide Prevention, c'est pas n'importe quoi, Lemkin, c'est lui qui a inventé le mot génocide en passant, s'inquiète depuis un bout de temps, puis pas rien qu'eux autres, mais beaucoup de groupes s'inquiètent d'un éventuel génocide trans aux États-Unis. Je sais pas, est-ce que ces annonces-là, ça s'inscrit dans le processus, tu dirais? Oui, tout à fait. Et on assiste vraiment à un effet domino en ce moment. Euh, et on revient à l'importance de situer les décisions comme celle du Kansas en ce qui concerne le permis de conduire dans un contexte plus large de l'intégrité physique des personnes transgenres. En ce moment, un peu plus d'une douzaine d'États interdisent ou limitent la couverture Medicaid, qui est l'espèce de version atrophiée de notre régime d'assurance maladie au Québec, pour les thérapies hormonales et les chirurgies d'affirmation de genre pour les adultes transgenres. Et pour la première fois, le 11 mars 2026, donc tout récemment, une cour d'appel fédérale, plus précisément le quatrième district de la Virginie occidentale, s'est prononcée en faveur des lois qui invalident le remboursement par Medicaid des chirurgies d'affirmation de genre. Alors ça va aussi avoir un effet, c'est la première fois qu'une cour d'appel stipule là-dessus. Et donc, on va voir un effet encore domino, là, qu'est-ce qui va se passer dans les États limitrophes. Et ça, donc, ça risque hein, de se répandre, là, cette sorte de loi-là là, aux États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, c'est une décision, et c'est très, très, très bizarre et très particulier, c'est que j'ai vraiment creusé pour trouver cette information-là. Les médias en parlent très, très, très peu en ce moment. Ah Donc, bon. c'est encore plus inquiétant, si tu comprends. Bon, on va aller en Floride. J'ai toujours dit que la Floride était probablement l'État le plus homophobe des États-Unis, mais peut-être qu'il y en a d'autres maintenant qui l'ont surpassé. On parle d'un éventrement du programme de remboursement des médicaments par l'administration DeSantis. Et là, il y a des conséquences pour les personnes vivant avec le VIH ou à risque de le contracter. Oui, ben en ce moment, c'est vraiment, et le VIH et les personnes atteintes du VIH sont vraiment ciblées dans cette législation-là. Donc, c'est vraiment une véritable crise de santé publique, hein. En janvier 2026, le ministère de la Santé de la Floride a réduit dramatiquement l'admissibilité au programme d'aide médicamenteuse contre le sida, ce qu'on appelle le ADAP, faisant passer le seuil de 400% à 130%, donc presque le quart, si tu veux, du niveau de pauvreté fédérale qui donne l'éligibilité au programme. Plus de 11 000 personnes ont perdu leur couverture le 1er mars dernier. Hmm. De plus, l'État a retiré des médicaments essentiels du formulaire, comme le Bitar Biktarvy, et a cessé de payer les primes d'assurance pour les plans de l'Affordable Care Act, qui était le bébé d'Obama. Est-ce qu'il y a espoir d'un retour en arrière là, sur ces récentes nouvelles législatives? Oui, mais il y a quand même une lueur d'espoir qui est apparue le 13 mars, donc tout à fait, tout récemment, l'Assemblée législative de Floride a approuvé le projet de loi HB 697 qui prévoit 31 millions de dollars pour établir l'admissibilité de ces 11 000 personnes touchées jusqu'au 30 juin. Cependant, ça ne règle pas tout, hein. Le projet de loi ne rétablit pas nécessairement le remboursement des médicaments les plus populaires comme le Biktarvy pour le moment. Bon. Ah, je pense qu'on a besoin de prendre une petite pause de nouvelles plates, là, de nouvelles dures. On va parler de Judith Butler et le mouvement MAGA. C'est une nouvelle, comment je pourrais dire, inspirante peut-être. La philosophe Judith Butler a récemment commenté l'aliénation certains partisans MAGA, là, le groupe qui suit Donald Trump, sur le dossier de Jeffrey Epstein. Euh, Ça nous dit quoi, ça? Ça s'est passé, encore une fois, un truc qui est passé sous le radar, naturellement. Et c'est en novembre 2025, Butler s'est intéressé à une ironie tragique dans le discours de Trump. Elle mentionne que Trump a déçu une partie de sa base en cherchant à supprimer la divulgation complète des fichiers Epstein. Pour ses partisans qui croient souvent à l'existence d'un État profond corrompu, ce geste fait de lui l'un de ces politiciens qu'il déteste, protégeant les élites au lieu de les dénoncer. Alors, elle va beaucoup plus loin aussi en expliquant pourquoi les gens adhèrent à ces discours, même s'ils sont faux. Ça, c'est la partie la plus intéressante de son énoncé, je dirais, c'est que selon elle, l'adhésion au mensonge de Trump n'est pas une question de vérité factuelle, mais d'affirmation émotionnelle.
Sa rhétorique offre un sentiment d'autonomie et d'identité collective face à ce qu'ils perçoivent comme un élitisme libéral moralisateur. Le problème aujourd'hui, c'est que ces partisans qui savouraient la cruauté sans vergogne de Trump envers les autres se retrouvent maintenant du côté de ceux qui subissent cette même cruauté et ce ridicule. So they are becoming the butt of the joke. Ah, Et c'est eux ça, qui deviennent qui deviennent le dindon de la farce, comme on dit. Ouais, voilà. oui, exactement. Euh, J'aimerais aussi parler d'une autre nouvelle. Ça me fait sourire. L'État du Texas a décidé que non, il n'y aura plus de passage à niveau là, pour les piétons avec le drapeau arc-en-ciel. Il a tout fait enlever ça, mais il y a une ville qui a décidé de résister comme le village gaulois. Oui, bon, il y a toujours le débat et la question du rainbow flag, le drapeau arc-en-ciel ressort beaucoup. On en avait parlé dans ma dernière chronique avec New York, quand Trump avait décidé qu'il fallait l'enlever sur sur le site historique de Stonewall. Alors, c'est intéressant de voir comment euh, certains groupes ou certaines groupuscules utilise justement des icônes et des symboles très, très forts pour repousser une rhétorique qui est tout à fait avilissante. Alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, pour moi, ça va du même côté que ceux qui protestaient à Portland, à Minneapolis, qui utilisent effectivement l'humour, hein, pour revenir, pour repousser finalement des moments de suppression et de répression. Alors, pour moi, ça participe de ce même, une autre façon de faire de la résistance Ouais. qui est assez, qui est assez symbolique, mais qui aussi qui est très forte. C'est très amusant parce que pour être clair, là, c'est que l'État a juridiction sur les rues, puis il a pu empêcher les passages à niveau, mais ce sont les villes qui ont juridiction sur les trottoirs. Et Ouais, la ville, c'est exactement. San Antonio, si je ne me trompe pas, qui a dit non, ben, Oui. on va mettre nous, on va mettre le drapeau de la fierté sur les trottoirs. Et San Antonio, c'est juste pour conclure, c'est que ce qui est important, c'est vraiment limitrophe avec la frontière du Mexique. Oui, Alors, c'est aussi intéressant au niveau de l'immigration, au niveau oui, hein, d'un retour de, d'une protestation. ça Voilà. fait du bien. Merci beaucoup, Chantal Nadeau, qui est donc professeure en études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. Merci. Merci, Denis Martin. Au revoir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ici Emmanuel Macron. Voici Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard. On se croirait dans une gare de la SNCF quand j'entends ça à la fin. Bonjour Christophe Gérard ou bonsoir chez toi. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va. On a passé il y a quelques jours, hein, c'était le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, une journée de célébration mais aussi de revendication. Le Conseil de l'Europe vient d'ailleurs de publier un message assez direct sur la place des femmes en politique. C'est encore si précaire que ça? Eh oui, Denis. En fait, le Conseil glacial, hein, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, nous rappelle qu'en Europe, la proportion des femmes dans les assemblées locales peine souvent à atteindre 40% et chute parfois à 15%. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on prend des décisions vitales au niveau local, mais on se passe de la moitié de l'expertise de la population. Le thème de 2026, c'était droit, justice, action pour toutes les femmes. Et le mot le plus important dans cette phrase, c'est bien toutes. Oui, ben justement, dans cette émission, on parle d'intersectionnalité. Est-ce que les femmes LGBTQIA+, sont oubliées dans les statistiques? Absolument, et c'est là que le bas blesse, hein, puisqu'on parle d'inégalité salariale ou de violence sexiste, on oublie trop souvent que quand une femme est lesbienne, bisexuelle ou trans, ben, c'est la double, voire la triple peine. En plus du plafond de verre lié au genre, elles se prennent de plein fouet des discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, même si en Europe, et je pense que c'est le cas dans le monde entier, hein, elles restent statistiquement plus vulnérables aux violences physiques et professionnelles que leurs sœurs hétérosexuelles. Voilà, oui, c'est une triste réalité. Alors, on sent une fragilité des acquis. On pensait certains droits gravés là, dans le marbre avec du béton solide, là. Mais les rapports internationaux semblent très alarmistes. Parce que rien n'est jamais acquis, hein, on le sait. On voit que les reculs sur les droits fondamentaux dans plusieurs pays, pour les personnes LGBTQIA+, et pour les femmes trans, par exemple, l'accès aux soins ou à une reconnaissance administrative simple devient un champ de bataille politique. La participation politique dont parle le Conseil de l'Europe, ce n'est pas qu'une question de chiffres, hein, c'est une question de survie. Alors, si les femmes LGBTQIA+, ne sont pas aux tables des décisions,
qui va porter leur voix contre l'isolement ou les violences familiales. Ah, je vais reprendre une phrase qui est devenue une expression qui est devenue célèbre de Mark Carney, notre premier ministre au Canada, qui a dit que quand on n'est pas à la table, c'est parce qu'on est au menu. Hein? Ouais. Alors, quel message peut-on retenir à la suite de cette journée des droits des femmes 2026? On continue le combat? Ouais, il faut le continuer, mais pas seulement, il faut l'élargir. En fait, l'égalité ne sera réelle que le jour où elle sera réellement indivisible. On ne peut pas célébrer les droits des femmes un jour et ignorer la lesbophobie ou la transphobie le lendemain. La vitalité de nos démocraties se mesure à la place qu'on laisse aux plus vulnérables d'entre nous. Le 8 mars, c'est une journée c'est la journée de toutes les femmes, sans exception, sans astérix et surtout sans condition. Bon, maintenant, Christophe, on a quand même une nouvelle qui nous vient de l'Ukraine. C'est assez étonnant. La Cour suprême dans ce pays a rendu un arrêt inédit concernant un couple d'hommes. On parle carrément de la reconnaissance d'une famille. Exactement, Denis Martin, et c'est un jalon historique. Pour la première fois, la plus haute instance juridique du pays a confirmé qu'un couple de même sexe constitue une famille. Alors l'affaire concerne Zorian Kiss, qui est, il faut le dire, premier secrétaire de l'ambassade d'Ukraine en Israël, et son partenaire Timur Leshchuk. Alors je suis pas certain de la prononciation, hein. Leur union de fait avait été reconnue par le tribunal de Kiev en 2025, et malgré l'acharnement des mouvements conservateurs, la Cour suprême vient de dire c'est une famille, point barre. Bon. Mais concrètement, là, qu'est-ce qui a déclenché cette bataille judiciaire? C'était une question de principe ou un besoin administratif? C'est très concret en fait, hein. Le ministère des Affaires étrangères refusait que le partenaire de Zorian l'accompagne en mission diplomatique en Israël sous prétexte qu'il n'y avait pas de cadre légal pour les unions homosexuelles. En saisissant la justice, ce diplomate n'a pas seulement demandé un droit de voyage, il a exigé que sa vie privée et ses droits fondamentaux soient respectés. En fait, la justice lui a donné raison, en définissant leur vie commune comme une entité familiale. Je peux juste imaginer les organisations conservatrices qui n'ont pas dû apprécier cette histoire-là. Est-ce qu'elles ont tenté de bloquer le processus? Donc oui, hein, tu peux le deviner, hein. Le mouvement VSI Razam notamment a fait tout pour s'y opposer au nom de la morale publique, une fois de plus, hein. Mais la Cour suprême a envoyé un message très fort. Elle a rejeté leur recours en estimant que ces organisations n'avaient aucune qualité pour s'ingérer dans la vie privée des gens. C'est une immense victoire pour l'ONG Inside et pour les militants locaux, car cela empêche désormais les lobbies anti-LGBT d'utiliser les tribunaux pour annuler les décisions favorables aux droits des communautés LGBTQIA+. Est-ce que ça veut dire donc que le mariage pour tous, c'est pour demain en Ukraine? Non, on va pas s'enthousiasmer trop vite, hein. La loi ukrainienne, pardon, continue de définir le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Ce qu'on a ici, en fait, c'est une avancée par la jurisprudence, c'est un signe notable pour l'Europe de l'Est et ça montre notamment que l'Ukraine veut s'aligner sur les standards européens des droits humains. Mais sans une réforme législative globale, ces progrès restent fragiles. On va dire que c'est un premier verrou qui saute, mais que la porte n'est pas encore entièrement grande ouverte. Donc, un signe d'espoir, donc, dans un contexte quand même régional difficile, là, parce qu'il y a la guerre, il y a plein d'autres choses qui se passent, là. Tout à fait, hein. C'est la preuve que même quand la loi traîne les pieds, bah, la justice peut être un rempart pour protéger la dignité des personnes LGBTQIA+. Zorian et Timur ne sont plus seulement des colocataires aux yeux de l'État, ils deviennent une vraie famille, ils sont une vraie famille, et ça, Denis Martin, dans cette partie du monde, bah, c'est une révolution silencieuse. Alors, Christophe, les élections municipales françaises 2026 sont maintenant derrière nous. Il y a des nouveaux conseils municipaux qui s'installent partout. Durant cette campagne, l'index de l'engagement LGBTQIA+, de la Fondation Jean Jaurès avait tiré la sonnette d'alarme sur le manque de concret dans les programmes. Maintenant que les maires et les mairesses et tout le monde est élu, on fait quoi? Ben, il faut passer de la parole aux actes, hein. Pendant des mois, on a entendu des intentions. 59% des candidats nous disaient que la mairie était l'échelon de proximité idéal pour l'inclusion. Très bien, mais maintenant que les écharpes tricolores sont en place, ben, il faut vérifier si l'inclusion se limite à un drapeau arc-en-ciel sur le fronton de la mairie en juin pendant les fiertés, ou si on va enfin voir des politiques publiques sérieuses. Alors, l'étude montrait des clivages marqués, notamment sur la sécurité et l'accès aux droits. Qu'est-ce qu'on doit surveiller en priorité là, pour les 100 premiers jours des nouvelles administrations municipales?
Ben, on doit surveiller tout d'abord les budgets, hein, parce que c'est le nerf de la guerre. On nous a promis de la sécurité, alors est-ce que les polices municipales vont être réellement formées pour accueillir les victimes de crimes de haine sans les juger? À gauche, on nous a parlé plus de transformation de services publics. Est-ce qu'on va voir des référents LGBTQIA+ dans toutes les mairies d'arrondissement dans les grandes villes? L'étude montrait que seulement 2 listes sur 10 prévoyaient en fait un élu dédié. Alors si le maire fraîchement élu n'en a pas nommé pour l'instant, ben, c'est un mauvais signal envoyé. Ce qui est frappant dans tout ça, ce sont ce qu'on appelle non, les angles morts des programmes, notamment sur les personnes âgées et les personnes trans, les personnes âgées queer et les personnes trans. Est-ce que le fait d'être élu ou réélu, ça change la donne? Bah, en tout cas, c'est un point sur lequel on va les attendre. On a vu que les lesbiennes, notamment, étaient quasiment absentes des débats, tout comme les seniors LGBTQIA+, qui font face à un isolement terrible. Les nouveaux maires doivent comprendre que gérer une ville, c'est aussi s'occuper de celles qui sont invisibles. L'étude révélait qu'un tiers des listes de droite ne nommaient même pas les personnes trans. Alors, si ces listes ont gagné, bah, le rôle des associations locales va être de leur rappeler que les citoyennes existent et qu'elles votent elles aussi. Et on a vu, surprise générale, on a vu que le Rassemblement national avait fait le choix du silence total durant l'étude de l'index dans les villes où ils ont pu s'imposer l'inquiétude. Donc, c'est légitime, là. Elle est plus que légitime, hein, on va dire, elle est structurelle. En fait, le silence, c'est un programme en soi. Là où l'extrême droite s'installe, les politiques locales deviennent souvent un rempart ou un couperet. Il faudra vérifier là aussi si les subventions au centre LGBTQIA+, continuent, si le budget tombe, ce qui est souvent le cas hein, dans les municipalités gérées par le RN, c'est toute une chaîne de solidarité, de santé et de sécurité qui s'effondre. Alors, ton dernier mot, ton mot de la fin pour cette rentrée municipale? Bah, c'est qu'on veut plus que de la bonne volonté, hein. On veut des politiques émancipatrices. Comme le disait le rapport, la lune de miel est terminée, les maires sont en place maintenant et aux responsabilités, à eux de protéger tous les administrés. On le disait tout à l'heure, hein, le 8 mars, c'est une journée de lutte. Ben, les municipales, c'est une étape, hein, mais l'égalité, elle se construit chaque matin au guichet de la mairie. Et c'est pour ça qu'il faut garder les yeux rivés sur eux. Ben, on va continuer avec une note quand même sombre. La France, qui était jusqu'ici le deuxième contributeur mondial de la lutte contre le sida, vient d'annoncer une réduction massive de son aide. On parle de quel chiffre là, exactement? Ben, les chiffres sont vertigineux, Denis Martin. On parle d'une baisse de 58%. On passe de 1,6 milliard d'euros pour la période précédente à seulement 660 millions pour la période 2026-2028. C'est quasiment 1 milliard d'euros qui s'évapore. Alors l'État évoque des finances publiques en difficulté, mais le résultat est là, hein. Après les États-Unis de Trump, bah, c'est la France qui abandonne le navire. Là, si on me permettre, le Canada n'est pas en reste parce qu'en novembre 2025, le gouvernement de Mark Carney a coupé de 17 sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, une coupe de 190 millions de dollars. Bon, à peu près quoi, 110, 120 millions d'euros, mais quand même. Contribution qui sera désormais donc de 1,02 milliard de dollars pour les 3 prochaines années. Alors, avec les coupes massives annoncées par Trump, c'est un coup terrible pour le Fonds mondial. On estime donc on va avoir sauvé 70 millions de vies en 25 ans avec ce qu'on avait comme financement avant. Alors, ça va être quoi l'impact concret sur le terrain? Ben, l'impact, il est essentiellement humain, hein. Derrière les lignes budgétaires, il y a des vies. Des ONG comme Médecins du Monde tirent déjà la sonnette d'alarme. Des programmes de lutte contre le VIH, mais aussi contre la tuberculose, vont s'arrêter du jour au lendemain. On ne parle pas de confort, là, hein. On parle de traitements antirétroviraux, de prévention et de survie. En coupant des budgets, ben, on va condamne mathématiquement des milliers de personnes, souvent les plus précaires et les plus marginalisées dans nos communautés à travers le monde. Puis j'ajouterais aussi que c'est vraiment pas avoir une vision à long terme parce que les virus, les maladies comme ça, si on n'aide pas à contrôler ailleurs dans le monde, ben elles reviennent par la porte arrière ici dans les pays de l'Occident. Alors, on ne s'aide pas non plus quand on fait ça. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plein d'experts qui parlent de ces situations-là. Christophe, on parle pas juste, c'est pas la seule coupe, hein, parce que l'aide publique au développement, l'APD, que vous appelez ça en France, dans son Tout à ensemble, fait. est rabotée de manière drastique ou draconienne.
Oui, elle chute de 38% par rapport à 2024. C'est un signal désastreux envoyé au monde, hein. La France se replie sur elle-même. Pour une communauté comme la nôtre, qui sait que le virus ne connaît pas de frontières, bah, c'est une aberration totale. Tu le disais, hein. On ne fait pas des économies sur une pandémie, on ne fait que retarder l'échéance et on la rend plus coûteuse et plus mortelle. Alors, Christophe, est-ce qu'on peut dire que la France perd son leadership sur les questions, son leadership moral sur ces questions-là? Bah, elle le perd pas, mais elle le brade. On peut pas prétendre porter la voix de l'universalisme et des droits humains et couper en même temps les vivres à ceux qui soignent le monde. Ce milliard d'euros d'économie, c'est le prix du renoncement. Ouais, c'est un signal d'alarme. La solidarité internationale, bah, elle est en train de devenir une variable ajustable, un comptable. Et ça, c'est vraiment tragique. Alors, tu vas me permettre d'extrapoler parce qu'on vient de passer les élections municipales. Les prochaines grandes élections en France, ce seront les élections présidentielles. Tout à fait. Ça a l'air de quoi, là? Parce que je sais que c'est la fin du macronisme et on voit beaucoup plus là, les extrêmes se confronter. Au niveau national, en France, ça a l'air de quoi pour nos communautés? En gros, enfin, pour le candidat, si on regarde les sondages actuels, le candidat qui arrive en tête, c'est Jordan Bardella, donc le Rassemblement national. Et en ce qui concerne nos communautés, il y a une étude qui a été faite par Tétu récemment, qui dit que 27% des personnes LGBT sont prêtes à voter pour le Rassemblement national aux élections présidentielles. Il y a des gens qui ont des Donc problèmes de c'est un peu mémoire, là. inquiétant. Tout à fait, on est d'accord. Parce que C'est quelque chose qui est rappelons incompréhensible. certaines prises de position du Rassemblement national, entre autres sur les thérapies de conversion. Tout à fait, mais sur plein de sujets, ils sont en poste notamment au niveau européen, et soit ils s'abstiennent, soit ils votent contre les thérapies de convention, et toute une série de droits, en tout cas de lois quoi, qui vont dans le sens des droits LGBTQIA+. Ce qui est à signaler, et je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps, hein, dans une interview d'un élu du Rassemblement national, qui disait clairement, et c'est l'une des choses qu'ils mettent en avant, que le Rassemblement national, c'était sans doute le parti qui rassemblait le plus d'homosexuels dans ses rangs. Bon, en tout cas, il y a des questions à se poser. Merci beaucoup, Christophe Gérard, qu'on rejoint en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. À Merci. bientôt, Denis Martin. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Après la pause, David Gélinas, un artiste, un créateur de bande dessinée et surtout quelqu'un qui n'a pas peur de chercher l'amour avec un grand A, mais qui vit aussi avec une déficience intellectuelle. On va parler aussi à Wissem Belgassem, grande vedette du foot franco-tunisien et musulman qui a fait son coming out. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Mon invité utilise ses crayons pour exprimer ce que son cœur ressent. David Gélinas est un artiste, un créateur de bande dessinée et surtout quelqu'un qui n'a pas peur de le dire, qu'il cherche l'amour avec un grand A. Bonjour David Gélinas, merci d'être avec nous. Bonjour. David, parle-nous de toi. Parce qu'on ne te connaît pas. Qui es-tu? Moi, je suis une personne, euh, tu sais que moi, j'aime les animaux, j'aime ma famille, j'aime la musique, j'aime les séries télé, puis j'aime, s'il y a quelque chose qui me touche euh, en dedans, tu sais, je vais être porté à m'intéresser à, mettons, à un artiste ou bien à savoir un peu. Tu es une personne qui est en contact et qui est en lien et qui est en, comment je pourrais dire, qui est en synchronisation avec ses émotions, quoi. Ah, t'es proche de ton cœur, t'es proche de tes émotions, c'est ça?
Non, mais si, ouais, tu sais, comme j'aime beaucoup, je- j'aime beaucoup Dalida parce que c'est c'est la voix qui m'a touché en plein cœur, puis elle n'est jamais ressortie, là, tu sais, je veux dire. Mais j'aime aussi Céline Dion, parce que tu sais, Dalida, bon, ce qui est plate, c'est qu'elle a mal fini, mais tu sais, Et là, il y a David, des choses comme ça. oui, tu m'amènes sur un terrain intéressant parce que, bon, on parle de deux grandes chanteuses qui sont deux icônes gays, puis là, ben, je vais peut-être te permettre de faire un petit outing ici. Tu es une personne de la diversité. Ouais, c'est ça, oui. Puis, tu sais, je suis fier de ça. Puis, euh, pourquoi se cacher? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, la vie t'apporte euh, des occasions, des opportunités pour enfin sortir de ta coquille, puis te révéler, puis ça te fait grandir intérieurement, puis c'est juste du positif, c'est bon, ça te fait grandir, ça te fait évoluer à vitesse grand V, mais tu sais, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de comprendre certaines choses. Tu sais, comme moi j'ai un handicap intellectuel légère, tu sais, qu'on dit limite, mais tu sais, je suis capable de comprendre par ça les autres problématiques que peuvent vivre les gens. Tu sais, tu sais, comme bon, c'est sûr que moi, tu sais, genre, le Téléthon, je suis pas capable d'écouter ça, mais je suis capable de donner de l'argent parce que ça, ça me touche quand même. Mais tu sais, voir ça en direct, je suis pas capable. C'est comme, euh, c'est trop. C'est trop proche de ta réalité parce que tu parles d'un téléthon qui ramasse de l'argent pour les personnes qui Ben, sont tu sais, qui atteintes ont d'une mettons, déficience intellectuelle, ouais. ben, mettons comme la leucémie Ah, ou OK. peu importe Ouais. des maladies. J'écoute pas le Téléthon à cause de ça parce que Ça te touche trop. ça me- non, je suis capable de donner au suivant, si on Ouais. veut. Ben, tu sais, c'est pour ça que j'ai fait une BD aussi, pour donner au suivant, mettre mon vécu là-dedans, parler de ça, la diversité, puis tout ça, puis comment je suis amené à découvrir que j'étais gay finalement. Mais peut-être aussi je le savais depuis petit, parce que, mettons, à l'âge de 5 ans, j'ai senti quelque chose, puis c'est à partir de là que ça continue tranquillement, mais là, quand je suis devenu plus adulte, ben là, la curiosité, bon, je suis aux femmes ou aux hommes. Fait que, mais ça n'a pas été long que j'ai eu ma réponse, mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Puis ça fait partie de la normalité, tu sais, ça devrait plus être une question de euh, comme d'enjeu, tu sais, c'est tellement normal, puis les gens n'ont pas à se sentir mal à l'aise d'être ça. Si tu ressens quelque chose pour Ouais. quelqu'un du même sexe, ben c'est bien normal. Puis ma famille, une chance que ma famille, ben, tu sais, ma famille proche, mon petit cocon, ben, ils ont accepté ça tout de suite, pas de problème, tout ça. Puis ma famille, au sens plus général, ben ils comprennent ça parce que j'ai un cousin qui est homosexuel puis une cousine qui est lesbienne dans la même famille. Vous êtes Fait que, nombreux, tu sais, hein? Ben oui. Écoute, je vais ouais. t'amener sur ta bande dessinée que j'ai trouvé fort agréable à lire. Mhm. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? C'est quoi que tu racontes dans ta bande dessinée? Ah ben je raconte les moments clés de mon parcours, de mon début de parcours. Tu sais, c'est sûr qu'au secondaire, je me suis fait écœurer à cause de mon handicap physique Ah, tu as un handicap léger, physique mais dont tu n'as pas parlé, c'est vrai, tu vis avec un handicap physique. Rapidement, qu'est-ce que c'est ce handicap? ah ben je marchais toujours en sautillant, puis je m'enfergeais dans les craques de trottoir euh, souvent parce que j'ai j'ai découvert que là quelques années, j'avais une amnésie partielle de la vue, fait que c'est pour ça que, mais ça, quand tu mets tes deux mains sur tes genoux, ben, t'es supposé les voir quand tu regardes ton droit. Ouais. Mais moi, je les vois pas, fait que c'est comme Ah.
une embûche de plus, mais ça, c'est... Et ça, tu racontes ce handicap-là, et tu racontes aussi la déficience légère là, dont tu es atteint. Tu racontes ça dans ta bande dessinée, c'est ça? Ouais, ben, tu sais, je veux dire, c'est normal, tu sais, parce que je suis une personne comme tout le monde, puis on m'a jamais fait sentir différent quand je suis en famille, tu sais. On m'a toujours considéré comme une personne normale, là. Mais tu es une C'est personne vrai. normale. Ben, Oui, une personne sans handicap ou ouais. tu sais, j'ai pas ressenti de comment qu'on peut Tu n'as pas dire senti de de rejet ou jugement. de Ouais, différence dans le c'est ça. traitement. Euh, C'est ça. Quand tu Ouais, ouais. dessines, est-ce que tu te sens plus libre de dire ce que tu ressens, ce que tu penses? Oui, parce que ben, en ce qui concerne la BD, ben, la réalité, c'est plus limité, mais la BD, elle, c'est plus large, c'est infini. Tu peux plus imaginer puis créer, mais il n'y a pas de limite. Tandis que la réalité, elle a une limite. Puis des fois, quand j'ai une situation que j'aime pas, ben j'ai déjà fait un collage, puis j'ai dit bon, cette personne-là, non, puis je la mets dans, tu sais, quand j'aime, mais quand j'aime pas. Ah, ben c'est bien correct. Tu sais, s'il y a une personne qui est méchante, qui est mal intentionnée, ben elle, je vais m'exprimer d'une façon, puis si ça choque le monde, ben tant pis. Moi, c'est juste, tu sais, je veux dire, moi je ne vais pas par quatre chemins, puis Et moi, je peux te dire, on apprécie ça. La plupart des gens, on apprécie ces gens comme toi qui disent ce qu'ils ont à dire. Écoute, j'aimerais t'amener aussi sur le fait que oui, en tant qu'homme gay, tu cherches l'amour. Qu'est-ce que tu recherches comme amoureux? ben, quelqu'un qui soit qui ait une bonne écoute, qui soit doux, attentionné, euh, drôle, comment je pourrais dire, qui me fasse vivre des choses intérieurement, là, tu sais, comme une espèce de, c'est comme une espèce de joie, mais c'est comme quand t'es à Noël, tu te déballes ton cadeau, là, t'es comme surexcité, puis t'es comme, tu te fais vivre des grosses émotions. Donc, tu recherches la même chose que moi, je cherche finalement. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, qu'on ait les mêmes, Des intérêts communs, puis qu'on ait le goût d'être ensemble. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que j'aimerais te ramener quand même sur le fait que oui, tu fais partie de ce qu'on appelle la diversité capacitaire, diversité intellectuelle. Puis on connaît les communautés d'hommes gays, c'est très capacitiste, c'est très sur le look, c'est très sur tout. Comment tu vis ça, de rencontrer des hommes dans cette communauté-là? ben, ben, tu sais, je veux dire, ben, avant, ça me dérangeait. Au début, au début, quand je découvrais ça, j'étais, ah ouais, c'est dégueulasse, ou, tu sais, j'étais comme dans le déni, Ouais. ou dans le refus d'acceptation, je sais pas trop, tu sais, au début, j'étais comme ça, mais après ça, je dis non, c'est normal. Tu sais, quand tu l'acceptes, ton inconscient, il t'envoie des messages, si on veut, puis là, ça travaille. Non, c'est normal, là, tu sais, faut que tu l'acceptes. Tu sais, Mais le, est-ce que tu as de la difficulté à rencontrer des garçons? ben, c'est sûr que oui, tu sais, j'ai pas encore rencontré de personnes euh, ben, tu sais, mettons, j'ai pas rencontré personne pour Pour être en couple. ouais, c'est ça, être en couple. Mais j'ai mon ami Joël qui est gay, qui est en couple fermé, puis qui m'a aidé à comprendre des choses que j'arrivais pas à comprendre. Comme quoi? Ben, mettons, comme la différence entre couple ouvert et fermé. Ah ben oui, oui. Tu sais, parce que moi, c'était comme, ah, OK, je savais pas. Mais tu sais, j'ai écouté Enjeu, puis il parlait de, mettons, des avocats qui ont franchi la ligne qu'ils devraient pas. Puis là, ah, OK. Puis là, tu sais, comme, mon cousin il est psychologue. Mhm. Fait que, lui,
lui, j'ai dit, ben, il y a des règles à respecter. S'il ne les respecte pas, il y a des problèmes. Mais je pensais que ça s'appliquait juste aux, aux psychologues. Tu sais, moi, je pensais pas que ça s'appliquait à tous les jobs. Tu sais, fait que ça, il m'a aidé à comprendre ça. Mais il faut un certain temps pour assimiler tout ça, puis comprendre, puis tu sais, décanter, puis tu sais, non, tu sais, c'est un bel apprentissage, mais tu sais, faut accepter de se faire dire non. Quand Oui. c'est non, c'est non. Puis quand c'est oui, c'est oui. Tu as déjà rencontré quelqu'un? Comment ça s'est passé? Des rencontres que tu as eues jusqu'à maintenant? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est plus comme je pouvais, avec le projet que j'ai monté avec deux personnes, des chercheurs, ben, Oui. avec ce projet-là, j'ai pu avancer puis faire la BD. Oui. Et puis, comment je peux dire? Euh, Puis je pouvais enfin me libérer d'un désir que j'avais depuis longtemps. Et puis, je ne le cherchais pas, mais ça, ça allait tellement bien qu'à un moment donné, ben, tu sais, je me suis dit, il me comprend, puis tout ça. J'ai senti une grande écoute, tout ça, puis j'étais assez à l'aise pour faire comme si c'était la bonne personne pour, tu sais, Une bonne personne pour être te capable. rendre heureux. De toute façon, tu es encore jeune et là, maintenant que tu te sens libéré, tu es sur les applications de rencontres, j'imagine. Comment tu rencontres les gens, là? Non, mais là, je suis pas dans les réseaux de rencontres, mais j'ai déjà essayé, mais tu sais, on fait tout ça. Tu sais, j'ai essayé, mais j'ai tout flushé. Je dis, oh non, pas ça, pas ça, pas ça. Mais tu sais, je veux dire, avant, mon homme idéal, c'était plus comme un fantasme, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je veux que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, c'est l'homme idéal, mais la réalité, c'est pas ça. Ben Puis, oui. tu sais, la réalité est pas non plus dans la télévision, dans les séries, dans les films, ou, tu sais, tout ça. Fait que c'est romancé, tout ça, mais la réalité, c'est pas ça. Tu sais, je recherche que, il se rapproche plus d'une réalité, mais, Ouais. tu sais, On j'aime le ça. sait que l'homme idéal ou l'homme parfait, ça n'existe pas vraiment, mais on trouve quelque chose de proche de ça. David, on va devoir s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous. Ah ben ça me fait plaisir si ça peut aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Euh, Ah, ça sera ça, apprécié. On doit arrêter ouais, là. c'est Merci ça. beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Il a été un espoir de la génération dorée du Toulouse Football Club et a porté les couleurs de la Tunisie sur la scène internationale. Pourtant, au sommet de son talent, il a dû choisir entre sa carrière et sa réalité. Wissem Belgassem est avec nous pour présenter Adieu ma honte, un récit très puissant qui brise l'omerta sur l'homophobie dans le soccer. On dit le soccer ici, mais le foot là-bas. Wissem, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, vous écrivez qu'un sportif meurt 3 fois. La dernière étant à la fin de ce livre, à la fin de ce livre. Alors, pourquoi tuer cette part de toi-même pour enfin exister? Ouais. En fait, ce que je voulais dire par cette... donc, quand je dis qu'un sportif meurt 2 fois, c'est à la fin de sa carrière professionnelle, parce que quand tu as été dans un sport et que c'est ta passion, c'est une part de toi qui meurt en fin de ta carrière. Il y a aussi la mort en fin de vie qu'on traversera tous, hein, le plus tard possible, on espère. Et moi, ce que je dis pour cette troisième mort, c'est qu'en fait, c'est le Wissem hétérosexuel que je tue un peu à travers ce livre, parce qu'il a existé pendant trop longtemps et c'est un peu une forme de libération. C'est comme un peu au théâtre, quand on tue un personnage. Ben là, je dis qu'avec ce livre, dans la mesure où c'est un coming out public et que tout le monde va savoir que je suis gay, je ne pourrai plus jamais me cacher.
Oui. Donc je tue le Wissem hétérosexuel en moi. En fait, nous, on dirait que tu tues le placard finalement dans lequel tu te trouvais, parce qu'on dit toujours la sortie du placard ici, oui. Ah ben voilà, très bien, Voilà. ça marche aussi. Ça marche aussi. Wissem, le milieu du sport, fait du foot professionnel, semble être l'un des derniers bastions où l'homosexualité reste un tabou absolu. Alors, comment Ouais. on explique ça? La peur des supporters, des commanditaires ou de l'institution elle-même, ou les trois? Ben voilà, moi je pense que l'homophobie est systémique dans le football ou dans le soccer, comme on dit ici. Donc ben malheureusement, il ne s'agit pas juste de retirer une ou deux personnes pour que l'industrie aille mieux. C'est tout un système. Et quand on dit tout un système, ça part à la fois des joueurs dans les vestiaires et des propos qu'ils tiennent. C'est aussi les injures qu'on prononce sur les stades de foot. C'est aussi les injures qu'on prononce dans les stades de foot par les supporters. Mais on retrouve aussi les coachs. Moi, j'ai beaucoup souffert de mon coach qui, quand on jouait pas bien à la mi-temps, nous disait, ben, vous jouez comme des PD, vous jouez comme des tapettes, etc. Et en fait, tout ça ben, crée le microcosme hyper homophobe qu'on retrouve dans le football aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, dans mon pays, il y a toujours absolument en France aucun joueur qui est out et en activité. Ah oui, parce que toi, ton coming out, tu l'as fait après avoir quitté le football, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En fait, moi, je suis revenu plusieurs années après en expliquant pourquoi j'avais décidé de tout lâcher d'un coup comme ça. Oui. Euh, Avant d'aller plus loin, comment c'était de vivre cette espèce de double vie, hein? La grande vedette de foot, Mm. le gars qu'on admire, puis qu'on présume hétérosexuel et qui doit cacher cette partie de sa vie. Comment ça s'est passé pour toi? Ben c'est presque de la schizophrénie en fait, hein, parce que tu t'inventes deux vies parallèles. Et au final, je pense que mon histoire, si elle prouve une chose, c'est que j'avais beau avoir le métier rêvé par plein de millions d'enfants et d'adolescents à travers le monde, si tu passes ta journée à mentir à tout le monde à propos de qui tu es, ben quand tu rentres le soir chez toi, tu peux pas être heureux. Parce que quand tu rentres, tu sais qui tu es. Donc moi, je savais que ben, je mentais à mes coéquipiers, je mentais à mon coach et même moi j'ai eu une copine pendant plusieurs années, donc je lui mentais à elle également. Ah mon Dieu. Je fais une parenthèse parce que c'est intéressant pour nous aussi. On a la même situation dans le hockey professionnel au Canada et aux États-Unis. À ce que je sache, il n'y a toujours pas de joueur professionnel en fonction qui a fait un coming out. Il y a une série télévisée, je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'en France, Heated Rivalry, où on a vraiment deux personnages très gays qui sont amoureux. Ouais. Comment t'as réagi quand t'as vu ça, ou si tu l'as vu? Alors bien sûr, je l'ai vu et alors moi, cette série, j'ai beaucoup aimé le côté divertissant, etc. Ça m'a beaucoup ému aussi parce que, d'après ce que je comprends, j'ai pas vu la suite, mais à la fin, j'ai l'impression qu'ils vont assumer leur homosexualité dans leur sport. Et c'est un peu ce que moi, j'ai pas réussi à faire à l'époque, en fait. Ils vont avoir le courage que moi, je n'ai pas eu. Mais en même temps, je suis obligé de rajouter un petit bémol sur la série parce que je trouve on aurait pu aller plus loin sur le propos politique qu'elle porte. On aurait pu aller plus loin sur la diversité qu'elle aurait pu montrer. Moi, je vois que là, les quatre personnages principaux sont ben, quatre hommes blancs, musclés, qui viennent de milieux assez aisés, où voilà, tout se passe un peu bien pour eux dans leur vie. Et malheureusement, ben moi qui suis aussi un militant, qui suis dans le milieu associatif, ben je vois que c'est pas forcément la réalité de toute la communauté LGBT. On aimerait bien, mais c'est pas souvent le cas. Et donc du coup, c'est important, je pense, de pas juste montrer une version fantasmée de ce que sont les homos uniquement. Il y a beaucoup de diversité dans notre minorité également. Ben, écoute, tu me permets de dire que tu fais partie de ces diversités et je sais que tu as grandi dans une cité, je pense qu'on dirait peut-être des HLM ici à Oui. Aix-en-Provence, avec une double culture franco-tunisienne. Comment tu as réussi à réconcilier ta foi et ton identité avec un milieu sportif qui te demandait de choisir, pratiquement? Ouais. Mais justement, en fait, moi j'ai l'impression que toute ma vie on m'a demandé de choisir. Tu sais, moi je suis né en France, mes parents sont originaires de Tunisie, donc toute ma vie on m'a dit mais t'es français ou t'es tunisien? Et s'il y a un match France-Tunisie, tu es pour qui? Après on m'a dit mais est-ce que tu es gay ou est-ce que tu es musulman? Tu peux pas être les deux. Si t'es gay, t'es pas musulman. Si t'es musulman, t'es pas gay. Et en fait, je pense que une des clés de libération intérieure pour moi, ça a été de me dire qu'en fait, il fallait pas forcément écouter les gens autour de soi et je pouvais, moi, choisir
qui j'avais envie d'être et qui j'étais. Et donc, je suis à la fois français, à la fois tunisien, à la fois gay, à la fois musulman et à la fois passionné de soccer ou de football. Et du coup, j'ai pas envie de choisir et j'ai pas envie de renier une quelconque facette de ma personnalité. Je suis comme ça et je mourrai comme ça. Génial. Dans ton livre, je reviens là-dessus parce que tu as parlé, donc, tantôt on a parlé de cette espèce de stratégie d'évitement, de faux semblants. Tu as même eu une petite amie là, pour ne pas éveiller les soupçons. Euh, Après avoir fait tout ça, c'est quoi les effets au niveau psychologique que tu as Hmm. vécu en tant Ouais. en tant qu'athlète de haut niveau et quelqu'un qui doit performer, là? Ouais. Mais en fait, c'est très compliqué parce que quand on vit comme ça avec un tel mensonge, on finit par se détester. On finit par être dans la négation de soi. Et moi, je donne souvent l'exemple, moi, j'ai jamais pu recevoir, par exemple, l'amour de ma famille à la propre hauteur, parce que quand ma mère me disait Wissem, je t'aime, elle disait je t'aime à une version de Wissem qu'elle pensait être hétérosexuelle. Hmm. Et moi, mon rêve, ça a toujours été qu'elle me dise je sais qui tu es totalement et je t'aime tel que tu es. Et donc, en fait, toute cette pression psychologique, forcément, ça va impacter tes performances sportives. Parce que pour être professionnel dans un sport, au-delà des capacités techniques, physiques, athlétiques qu'il faut avoir, c'est surtout réussir à se dépasser psychologiquement chaque entraînement, chaque match. C'est ça qui va faire que tu vas devenir un grand joueur. Sauf que moi, j'ai été mais complètement vidé, épuisé, consumé psychologiquement par ce secret. Oh, Euh, et maintenant, est-ce que ta famille est au courant de... Ben oui, par la force des choses, parce que c'est tellement public. Comment il réagit? Alors oui, non seulement ils sont au courant, mais en plus, enfin, et là je parle notamment de ma mère, elle a fait un chemin incroyable. Vous savez, ma mère maintenant, donc mon premier livre, Adieu ma honte, il a été adapté en série documentaire, et ma mère a pris part à ce documentaire, donc à visage découvert, elle témoigne pour moi, mais aussi pour toute la communauté LGBT. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai dédié mon deuxième livre qui s'appelle Yamma. Mhm. Ça raconte tout son parcours à elle, depuis la France jusqu'en Tunisie. Et c'est aussi l'histoire de la reconstruction de mon rapport entre elle et moi. T'es retourné au Canada. Est-ce que le regard sur la diversité dans le sport, est-ce que c'est différent ou ça te semble différent ici ou plus ouvert ou moins ouvert que la culture peut-être sportive en Europe? Ben écoute, je connais pas le hockey ici, mais par rapport au sport que je connais, moi j'avais rencontré le FC Montréal, le CF Montréal. Là, j'ai rencontré Marinette Pichon lors de ce séjour. Ah oui. J'ai l'impression que dans le soccer et même la société de manière générale au Canada est plus progressiste, plus ouvert d'esprit. Mais du coup, c'est une grande responsabilité parce qu'on a besoin de pays comme ça qui vont donner le ton sur ces sujets-là parce que malheureusement, il y a plein de pays dans lesquels où on ne peut pas encore s'exprimer. Je pense notamment à mon pays d'origine, la Tunisie. Et du coup, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, je sais que les gens dans ces pays regardent beaucoup les pays où ça se passe bien. C'est pour ça que c'est important d'avoir des grandes fiertés, des grandes prides de partout dans le monde pour inspirer les autres villes où on ne peut pas encore être qui on est. Et aujourd'hui, quel est ton rapport avec le ballon de soccer? Ah, mais moi, ça restera mon premier amour à vie. C'est-à-dire que il y a mes équipes préférées, je loupe aucun match, je suis à fond, j'ai hâte de la Coupe du Monde de cette année. J'espère que le Canada va faire de belles performances, mais que la France gagnera. Mais par contre, j'ai de plus en plus de mal à aller au stade de foot parce que j'en ai marre d'entendre ces dizaines de milliers d'hommes qui crient à l'unisson, il faut les brûler, ces homos, il faut les brûler, ces PD. Ça, j'ai trop de mal aujourd'hui avec où j'en suis dans ma vie. Si tu avais devant toi un jeune joueur de foot qui vit aujourd'hui ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah. Ben, je pense que je lui dirais, je pense que je lui dirais la réalité, que ça va être extrêmement dur, mais que s'il a envie d'assumer qui il est, de vivre son rêve, moi je serai là pour le soutenir à 100%, que maintenant la communauté LGBT+ est organisée, qu'il aura des soutiens, mais que ben voilà, sur Terre il existe encore malheureusement beaucoup trop de personnes homophobes, donc il va aussi devoir composer avec ça. Wow, ben Wissem Belkacem, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Puis je rappelle que ton livre et la série documentaire Adieu ma honte sont des outils là, qu'on peut trouver en ligne ou encore dans les librairies. Et d'ailleurs, le nouveau livre s'appelle comment déjà?
Alors, mon deuxième livre s'appelle Yamma, qui veut Yama. dire maman en arabe. Et là, je suis en train d'écrire mon troisième livre actuellement. Wow, ben bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à aujourd'hui. vous. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. C'était l'épisode 135 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci à nos invités et chroniqueurs Chantal Nadeau, Christophe Gérard, David Gélina et Wissem Belgacem. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde et à Godéric Traub à la recherche. Pour nous suivre ou découvrir nos archives, visitez les réseaux sociaux et le site de Canal M, ou mes réseaux sociaux à moi, c'est DM Chabot Auteur sur Facebook et Instagram, ou Denis-Martin-Chabot sur LinkedIn. Denis Martin Chabot ici donc au micro, à la réalisation et à l'animation. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.